Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce Facebook Live sur le thème ô combien d'actualité. La réforme des retraites nuit gravement à notre santé. Nous allons parler réforme des retraites, mais aussi plus largement qualité de vie au travail, pénibilité, protection sociale, inégalité. Le principe de cet échange est que vous puissiez poser vos questions en commentaire sur Facebook ou sur Zoom. Et pour vous répondre, nous recevons Pascal Vatel, qui est administratrice de Solimut et secrétaire générale de la Fédération des mutuelles de France. Nous recevons également François Deriot, rédacteur en chef du magazine Santé et Travail, fondateur et dirigeant de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense de victimes de l'amiante, et conseiller prud'homal de Paris. Et enfin, nous recevons Arnaud Bontemps, qui est cofondateur et porte-parole de Nos Services Publics. Il est magistrat financier à la Cour des comptes, mais aussi président d'un centre de santé communautaire dans le quartier du Framoisin à Saint-Denis. Pour commencer, je vous propose de poser la question tout de suite à Pascal Vatel, comprendre pourquoi une mutuelle s'intéresse à la réforme des retraites, quelle est sa légitimité. Pascal Vatel, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, on pourrait s'interroger pourquoi une mutuelle qui est souvent considérée l'univers comme un financeur en fait de soins pourrait s'interroger sur les impacts que peut avoir une réforme telle que la réforme des retraites. Alors, je voudrais rétablir justement la vérité à ce sujet concernant le mouvement mutualiste. Les mutuelles agissent au quotidien en tant qu'acteur global de santé pour apporter des réponses concrètes aux besoins de la population, mais à la fois à travers le remboursement des soins, bien évidemment, mais aussi à travers des services de soins et d'accompagnement mutualiste qui apportent des offres de soins dans tous les territoires. Mais si la mutualité agit ainsi, elle agit dans une vision globale de la santé. C'est un mouvement social qui porte des valeurs de solidarité, des valeurs de justice sociale et de démocratie. Et la mutualité se positionne, et en particulier les mutuelles de France, je dirais, se positionnent pour un système de protection sociale solidaire dont le socle, qui est la sécurité sociale, doit être renforcé et élargi dans son périmètre. Donc, évidemment, la retraite est un sujet qui touche à la santé, qui touche à la sécurité sociale. Et donc, nous portons un regard justement sur la réforme qui est en cours de discussion. Nous avons évidemment cette réflexion sur tout ce qui peut intervenir de façon positive ou négative sur la santé de la population. Donc, cette réforme est au cœur du sujet. Et nous avons évidemment, en tant que mutuelle, une démarche, comme je l'ai dit, démocratique, mais aussi une démarche, je dirais, un peu d'éducation populaire. Et nous voulons, à travers ce type d'initiative, contribuer à donner des éléments de décryptage, de favoriser le débat avec des éclairages externes. Et donc, nous avons 2 intervenants extérieurs qui vont apporter leur expertise pour donner à chacun, en fait, à chacune, les clés pour se positionner et agir dans tous les domaines, mais agir y compris sur sa propre santé. Voilà. Merci Pascal. Une question à François Deriot. François Deriot, tu es rédacteur en chef du magazine Santé et Travail, donc particulièrement bien placé pour parler du sujet. François, qu'y a-t-il aujourd'hui derrière ce refus des Français de travailler 2 années de plus, derrière ces mobilisations qu'on voit dans les rues? Eh bien, bonsoir. Déjà, oui, effectivement, on peut être frappé par l'ampleur de la mobilisation et surtout par l'ampleur du refus des gens de travailler 2 ans de plus. En fait, quand on enlève les citoyens qui ne travaillent pas et les citoyens qui sont en retraite, tout le monde est hostile au fait de travailler 2 ans de plus. Les sondages sont, et plus le gouvernement avance des explications pour justifier cette décision, et plus le pourcentage de gens qui sont hostiles à cette retraite augmente. Donc, effectivement, il y a un vrai problème d'acceptation, de refus de cette mesure qui va bien au-delà du fait simplement de dire travailler 2 ans de plus, après tout, bon, c'est pas énorme. Ben, le problème qui est derrière, c'est d'abord, je crois, il y a une crise du travail. Et je crois que c'est pas simplement travailler 2 ans de plus, c'est surtout le fait de supporter 2 ans de plus un travail qui devient
souvent pénible et pas soutenable. On y reviendra sans doute dans le cours du débat parce que je crois qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Il y a plusieurs tribunes qui ont été écrites ces derniers jours. Il y a d'abord beaucoup d'études qui sont sorties et de réflexions qui sont sorties de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques, de médecins, etc., de sociologues, pour dire le travail devient de moins en moins soutenable et les gens, ils n'en veulent plus. Et donc, travailler 2 ans de plus, surtout quand on est à la fin de sa carrière et qu'on est fatigué, c'est effectivement un problème qui est pour beaucoup insurmontable. Je crois qu'il y a aussi derrière une question de justice sociale qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit, parce qu'il y a des chiffres qui sont quand même assez forts. Le premier, c'est quand même les questions d'inégalité sociale de santé et d'inégalité d'espérance de vie entre les catégories socio-professionnelles. Donc, je rappelle les chiffres. Il y a 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers. Et quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, on obtient 10 ans. 10 ans d'écart d'espérance de vie. Et donc, c'est quand même un problème majeur de dire je vais travailler 2 ans de plus, ça veut donc dire que je vais amputer 2 ans de ma vie que j'aurais pu travailler à faire autre chose de ma vie, et ça c'est quand même un vrai problème. La deuxième, donc je le disais, c'est la question, deuxième raison, c'est la question de la crise du travail. Il ne faut pas voir que le travail se passe bien. On a souvent le sentiment de dire quand même, les conditions de travail se sont beaucoup améliorées depuis 30 ou 40 ans. Il n'y a plus les mines, il y a moins la sidérurgie, les travaux pénibles ont beaucoup disparu. Et quand on regarde toutes les grandes enquêtes, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on prend une des grandes caractéristiques du travail ces 30 dernières années, c'est ce qu'on appelle l'intensification du travail. C'est le fait de devoir faire davantage de choses en un minimum de temps. Le fait d'être sans arrêt bousculé, d'interrompre une tâche et d'en prendre une autre qui est devenue plus urgente. Et on sait que ça, en plus, c'est des problèmes qui sont compliqués pour ceux qui vieillissent au travail. La gestion du temps, la question du travail dans l'urgence est compliquée. Je donne quelques chiffres quand même, qui sont extraits des grandes enquêtes nationales sur les conditions de travail, qui sont menées par notamment ce qu'on appelle la DARES, qui est la direction des études et de la statistique, pour aller vite, et des recherches en statistique au ministère du Travail, donc c'est des enquêtes tout à fait officielles. La proportion de salariés dont le rythme de travail est imposé par des normes ou des délais en 1 heure ou plus est passée entre 84 et 2019, 84 c'est la première année de cette grande enquête, de 5 à 23%. Donc on voit que c'est quand même, c'est un vrai phénomène, ce travail de l'intensification du travail. Et quand on regarde les travailleurs dont le rythme dépend d'une demande extérieure exigeant une réponse immédiate, on est passé de 28% en 84 à 55% en 2019. Donc, il y a un vrai problème de contrainte de temps, de travail intensifié et qui pénalise les personnes âgées, ou les personnes âgées, les travailleurs vieillissants, on va dire. Après, il y a un autre problème qui est le problème de la santé. Et ça, c'est, je crois, le piège absolu, c'est-à-dire que les gens ont bien conscience qu'ils ne sont pas sûrs du tout de tenir jusqu'au bout ces questions du travail. C'est-à-dire qu'ils risquent souvent de devoir quitter leur emploi à cause de problèmes de santé et de problèmes d'inaptitude. Alors là aussi, les chiffres sont quand même assez parlants. Quand on interroge les gens, il y a une enquête là qui est sortie dont on a parlé dans Santé et Travail, des chiffres de l'Observatoire Everest, je passe sur les sigles. Quand on interroge les gens sur est-ce que vous pensez tenir 2 ans de plus dans votre travail, à plus de 50%, les ouvriers après 60 ans répondent non. Donc, voilà, ça résume bien le problème. Et on sait qu'en France, c'est quand même un gros handicap. Entre 1/3 et la moitié des salariés qui liquident leur droit à la retraite ne sont déjà plus en emploi. Donc, vouloir faire travailler ces gens-là 2 ans de plus, c'est 2 ans qu'ils risquent de passer au chômage, voire au RSA, ou alors en invalidité ou en inaptitude. Et donc, je crois que ça explique aussi les réticences. Et puis, dernier point, et je m'en arrêterai là, la retraite, la prise de retraite, c'est quelque chose qui souvent améliore la santé
pour les gens, notamment, qui ont des conditions de travail pénibles et des expositions à des risques professionnels. Et ça, il y a des enquêtes qui sortent qui sont assez… je renvoie là aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Thomas Barnet là-dessus, sur ces questions. Et donc, faire travailler ces personnes qui ont été exposées 2 ans de plus, c'est assurément les engager dans une voie où ils vont non pas récupérer un peu de santé, mais au contraire l'abîmer encore davantage. Et pour rejoindre ce que disait Pascal Vatel tout à l'heure, c'est 2 ans de plus passés au travail dans ces conditions-là, c'est surtout des problèmes de santé qui vont devoir être pris en charge par la sécurité sociale et aussi par les complémentaires santé. Donc voilà toutes ces raisons qui font que, je pense, les Français ne sont pas d'accord pour tomber dans ce piège de travailler 2 ans de plus. Ces problèmes de santé dont parle François, Arnaud Bontemps, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on les répertorie dans un centre de santé, dans un centre communautaire comme au Franc-Moisin? Alors oui, évidemment, et c'est frappant. Je reste assez marqué par la manière dont les soignants de ce centre de santé se sont appropriés la question de la réforme des retraites et puis de la mobilisation sur la réforme des retraites, notamment lors de la première journée donc les exemples, je pense qu'ils sont nombreux, mais chacun les a autour de soi. Évidemment, donc le Franc-Moisin, c'est un quartier de Saint-Denis en difficulté, un quartier qu'on dit politique de la ville, une cité, tout dépend comment on l'appelle. Et donc, les personnes en situation de précarité sont évidemment beaucoup plus touchées par les questions d'incapacité au travail. On le sait, il y a des écarts très importants d'espérance de vie entre les cadres, les ouvriers, entre les différentes catégories sociales, mais ça a été rappelé par François Deriot tout à l'heure, je reviens pas dessus. Je racontais un petit peu la manière dont les salariés s'étaient appropriés, donc les soignants de ce centre s'étaient appropriés le mouvement. Juste avant la première journée de mobilisation, le jeudi 19 janvier, ils avaient placardé sur toutes les portes des cabinets médicaux notamment, ou d'infirmières ou de psy, une affiche qui expliquait leur mobilisation contre la réforme des retraites, et puis dont le dernier point était, et je vous le lis parce que je le trouve très bien formulé, donc la question c'était pourquoi est-ce que on a choisi de garder la place santé ouverte, mais on voulait vous dire à quel point on était opposé à ce projet. Il disait, nous travaillons avec vous depuis des années, il s'adresse aux patients et aux patientes, et nous savons à quel point le travail peut avoir un impact néfaste sur notre état de santé. Il ne nous paraît pas raisonnable de faire travailler des femmes et des hommes au-delà de leur capacité et de sacrifier des années de retraite en bonne santé. Je crois qu'il y a les 2 volets. Il y a à la fois travailler plus longtemps en incapacité, ou alors être au chômage ou en dehors du travail. Et puis, il y a sacrifier les meilleures années de retraite. Et ça, évidemment, c'est important de le dire aussi. En tout cas, je crois qu'on le revoit beaucoup dans ce mouvement-là. Puis, au-delà de la question de la santé, peut-être, en tout cas, moi, ce qui me marque sous ma casquette militante sur les services publics, et je crois que ça concerne beaucoup des adhérents à la mutuelle, c'est les parallèles qui peuvent être faits entre les réformes des retraites et les réformes des services publics. Alors, c'est pas les mêmes, je voudrais pas faire une généralisation abusive, et puis il y a beaucoup de différences, mais d'abord, elles ont des causes communes, et notamment le fait que avant d'être une réforme des retraites, cette réforme-là est une réforme qui a des objectifs budgétaires. Bonjour tout le monde. Bonjour. Des objectifs budgétaires, c'est-à-dire que le gouvernement l'a dit, il a écrit, il souhaite trouver quelques milliards d'euros, notamment pour compenser des diminutions d'impôts qui ont eu lieu par ailleurs sur les entreprises et sur les ménages les plus aisés. Et donc, c'est une réforme qui a des objectifs très macro, mais qui ne se préoccupe au final pas tant de la retraite. Ils ont baissé des impôts d'une part. En face, pour pas augmenter la dette, ils ont comme objectif de trouver des baisses de dépenses ailleurs, et ils ont choisi les retraites. Donc, je crois que cette logique-là, avant tout budgétaire, on la retrouve, et y compris de manière complexe, problématique, dans les services publics, où on pense l'école, l'hôpital, la justice, avant tout comme en termes d'économie budgétaire,
et non plus comme des lieux où il faut prendre soin, où il faut faire grandir, où il faut apaiser la société. Et ça, pour les agents, et ça renvoie à la question du travail qui était posée tout à l'heure, c'est un facteur important de la perte de sens, je crois, assez majeur, assez massif. On oublie les objectifs et les finalités pour lesquels on fait service public, et à l'inverse, on nous plaque des objectifs avant tout budgétaires qui n'ont que peu de sens en eux-mêmes. C'est peut-être un premier parallèle que je voulais faire. Un deuxième sur lesquels les services publics sont, je dirais ironiquement, en avance sur le système de retraite, c'est le niveau de privatisation. Car je crois que quand on dit, et on l'a beaucoup entendu ces dernières années, les services publics craquent, en réalité, c'est avant tout, en tout cas la première manifestation, c'est un espace important laissé à des acteurs privés pour venir concurrencer les services publics. Ça, on a la chance de pas encore l'avoir dans le système des retraites. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que tout est en place pour défiscaliser la retraite par capitalisation. Je ne suis pas sûr que cette réforme soit et pour finalité, je ne pense pas qu'elle ait pour finalité le développement de la capitalisation, mais ce serait un risque, et notamment si on laissait les pensions diminuer, c'est-à-dire si on ne trouvait pas de nouvelles ressources pour venir soutenir le niveau des pensions, on aurait un risque de laisser un espace pour la capitalisation qui aujourd'hui ne concerne, et je crois que c'est une chance, que très peu de monde dans le système actuel. Pourquoi je disais que les services publics ont de l'avance, je voudrais peut-être rapidement terminer là-dessus, c'est que malheureusement, ce phénomène de concurrence par le secteur privé, on le voit de manière croissante dans les services publics. Quelques chiffres qui permettent de se rendre compte combien ça concerne tous les secteurs. Depuis 2013, il y a plus 300% d'écoles primaires hors contrat qui ont été construites et qui accueillent des enfants. On a, sous le dernier quinquennat, 2 fois plus de places dans l'enseignement supérieur privé qui ont été créées que dans l'enseignement supérieur public pour l'éducation. Dans le privé, dans le secteur de la santé, on voit pour le coup des cliniques privées créées prendre 60% des parts de marché dans ce qu'on appelle dans les activités les plus rentables, ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire, par exemple. Et on le voit, on se dirait peut-être que le secteur régalien est, lui, préservé. En réalité, même pas. Même dans la justice, on voit se développer des justices à plusieurs vitesses. Et pour contourner maintenant l'embolie des délais de jugement, on voit se développer ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. C'est-à-dire que si vous avez 2 avocats, vous pouvez les faire se mettre d'accord et vous contenter d'homologuer derrière la résolution du litige par les juges. Évidemment, un tel système n'est pas accessible à toute la population et constitue là aussi un système à plusieurs vitesses. Donc, je crois qu'on peut s'en préserver aujourd'hui sur les retraites. Je voulais juste signaler ce fait-là comme un parallèle incomplet, je crois, heureusement, mais un risque pour le système de retraite, pas tant directement lié à la réforme, mais plutôt lié à l'absence de nouvelles ressources. C'est-à-dire que il faut pas oublier, je crois, quand on défend le système de retraite et quand on l'entend aujourd'hui, qu'on défend le système de retraite et non le statu quo. Un statu quo qui est fortement dégradé. On l'a pas beaucoup mentionné là, mais il y a beaucoup d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des petites pensions beaucoup trop modestes, encore trop importantes. Et donc, tous ces phénomènes-là, si on voulait les résoudre, nécessiteraient de nouvelles ressources qui sont probablement l'horizon, peut-être le débat suivant qu'il faudra qu'on arrive à poser sur la question des retraites. Merci. Voilà, Merci Arnaud. On aura résolu ce premier débat. Merci Arnaud. Je vois que les questions s'affichent et les remarques s'affichent. Une remarque de Philippe qui nous dit « Les associations vont voir leur effectif baisser ». Je pense que ça, c'est clair. Hein. On s'impliquera moins dans une association quand on est à retraite à 67 ans que quand on l'est à 60 ou 62. Dans les questions, une question de Vanessa
qui dit « Le travail ne permet-il pas une activité mentale et physique et donc ne permet-il pas d'être en bonne santé ?» Est-ce que quelqu'un veut répondre? Le travail, c'est la santé, non? Pascal? Oui, je veux bien apporter ma pierre, mais je laisserai peut-être François Deriot intervenir plus. En fait, en effet, le travail devrait être source d'épanouissement et évidemment un lieu où on partage et un lieu où on crée en fait, les richesses et dont on en est bénéficiaire de ces richesses. Ça n'est pas le cas, hein, François l'a expliqué tout à l'heure, et un récent baromètre publié par la Mutualité faisait un focus sur la santé au travail, hein, et en fait, 39% des Français considèrent aujourd'hui que le travail dégrade leur santé. Alors, c'est vrai que ça peut être un ressenti, mais en tout état de cause, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, la France est la première en Europe en matière d'accidents du travail non mortels. C'est un niveau 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Donc, en effet, le travail aujourd'hui n'est vraiment pas synonyme pour tous de bien-être. Voilà. Alors ensuite, moi, ce que je voudrais aussi, c'est revenir sur la question, parce que nous avons, nous, en tant que mutuelle, analysé aussi les effets qu'aurait une telle réforme. François Deriot a évoqué tout à l'heure la question de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, en effet, il y a des inégalités énormes. Déjà, 64 ans, c'est l'espérance de vie aujourd'hui. Donc, la réforme qui est proposée aujourd'hui signifie qu'on propose, en fait, d'être passé à la retraite au moment où on n'est plus en bonne santé. Donc, c'est un vrai sujet. Et de plus, un quart des Français les plus pauvres sont morts à 62 ans. Donc là, nous avons vraiment un vrai sujet d'inégalité. Et ce qui peut expliquer, et ça c'est l'étude du corps, donc je ne sais plus d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites qui le signalait, que c'était en fait les natures mêmes des professions qui sont exercés, qui expliquent ces écarts en grande partie. Certes, il y a des effets qui sont dus à la vie, au comportement individuel, mais c'est beaucoup le sujet du travail. Les cadres sont moins soumis en effet aux risques professionnels, hein, avec des accidents, maladies, exposition à des produits toxiques, que les ouvriers. Et en plus, ils appartiennent à des groupes sociaux dont les modes de vie sont plus favorables à une bonne santé. Les comportements de santé à risque, le moins de recours et accès aux soins, donc sont moins fréquents chez les cadres que chez les ouvriers. Donc on voit que c'est tout un mélange qui fait qu'on arrive à une espérance de vie en bonne santé qui est totalement différente, avec le travail qui est central pour expliquer la situation. Ok, merci. Une question. Merci pour vos questions. On va tenir encore une petite heure, donc n'hésitez pas. Une question sur la prise de parole de François, justement, qui souhaite reprendre la parole. Mais le constat dressé par François Deriot laisse entendre que l'organisation du travail n'est pas prévue pour les seniors et pour leur santé. Quelles sont les solutions à réfléchir? Question de Carole. Alors, peut-être avant de répondre à la question de Carole, juste un mot sur la question précédente à laquelle a commencé de répondre Pascal. Parce qu'effectivement, la question de la personne, c'était l'activité, finalement, ça maintient en bonne santé, et donc pourquoi le travail, finalement, ça ne maintiendrait pas en bonne santé, si j'ai bien compris. Alors déjà, il ne faut pas comment dire, confondre travail et activité. La preuve, c'est que beaucoup de retraités conservent une activité. Et quand on parlait tout à l'heure des associations, comment elles vont faire pour vivre sans le rapport, c'est justement la preuve que les retraités passent pas tout leur temps devant la télévision, dans leur charentaise avec un chat sur les genoux. En général, ils font plein de choses. Voilà. Ça, c'est la question de l'activité. Donc, on peut très bien avoir une activité pour justement rester jeune, entre guillemets, ou en bonne santé, sans être forcément au travail. Il ne faut pas non plus oublier que, entre l'œuf et la poule, c'est toujours compliqué de savoir qui a commencé le premier. Et donc, il y a une question, beaucoup de gens ne sont plus au travail parce qu'ils ont des problèmes de santé. Et il y a ce qu'on appelle en épidémiologie, hein, les spécialistes de la statistique de santé le savent, le Healthy Worker Effect, excusez mon accent. Donc, c'est l'effet du travailleur sain, c'est-à-dire que quand on compare deux populations, une population qui travaille et une population qui ne travaille pas, la population qui travaille est toujours en meilleure santé, ce qui fait un biais d'ailleurs. Bon,
Donc, il faut prendre toujours avec prudence tout ce qu'on dit sur le travail, c'est la santé. Voilà. Juste pour préciser un peu ça, et on peut continuer d'être en activité sans être encore au travail. Alors, par rapport à la question de Carole maintenant sur l'organisation du travail n'est pas prévue pour les seniors. Eh bien, oui, je pense qu'il faut le dire ici, c'est qu'on a justement, et c'est bien ça que les Français ressentent, même s'ils n'ont pas forcément une connaissance précise des statistiques ou des concepts d'ergonomie, ils ressentent bien le fait que le travail n'est pas forcément fait pour eux, surtout s'ils ont des problèmes de santé. Et qu'ils risquent, à cause de ces problèmes de santé, de se retrouver licenciés pour inaptitude, tout simplement. Et les licenciements pour inaptitude, tout à l'heure, François, tu rappelais que, alors je ne suis plus au Conseil des prud'hommes de Paris, mais j'y étais pendant 20 ans. Et effectivement, une des observations les plus fortes que j'ai pu faire au Conseil de prud'hommes, c'est l'augmentation faramineuse des licenciements pour inaptitude, y compris chez les cadres. Moi, je siégeais en section encadrement. Ben oui, il y en a beaucoup parce que chez les cadres, il y a beaucoup de risques psychosociaux et de dépression au travail qui font que les gens perdent leur santé et se retrouvent dehors. Et c'est beaucoup plus difficile de retrouver un emploi quand on a des problèmes de santé. Donc, est-ce que le travail est fait pour des gens qui vieillissent et qui rencontrent des problèmes de santé? Ben, souvent, non. Parce que l'organisation du travail est tellement serrée, avec des calculs d'effectifs qui sont tellement au plus juste, que dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui vient gripper la machine parce qu'il est malade, ou parce qu'il a des faiblesses, ou parce qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, eh ben, ça ne va pas bien. D'ailleurs, ça ne concerne pas simplement les salariés vieillissants. Un des problèmes quand on regarde ce que publient souvent les associations de malades du cancer, c'est la difficulté qu'il y a pour se maintenir en emploi ou quand, je pense par exemple aux femmes qui ont des cancers du sein vers 45-50 ans, le gros problème c'est quand elles reviennent au travail. Parce que souvent, l'assurance maladie et les médecins disent qu'il faut reprendre le plus vite possible une activité parce que c'est le signe que vous sortez de la maladie et ça participe justement de la guérison. Parce que vous pensez à autre chose, vous reprenez une vie normale, mais dans les entreprises, quelqu'un qui sort d'un cancer, il est souvent plus fatigable, il a souvent des rechutes, pas forcément des rechutes dues à son cancer, mais le moindre virus qui passe, il est malade, il va s'arrêter 10 jours, 15 jours, il a des fois encore des soins, etc. Et les entreprises, elles n'aiment pas ça, elles veulent des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et c'est le cas pour les personnes âgées, elles ne sont pas, ou vieillissantes, elles ne sont pas forcément en pleine possession des moyens par rapport aux exigences du travail. Elles pourraient faire le même travail, mais probablement avec un peu plus de temps, avec un poste adapté, avec des possibilités d'entraide et de coopération avec des collègues. Et ça, souvent, l'organisation du travail ne le prévoit pas. Et donc, toute la question aujourd'hui, et c'est par ça qu'il aurait fallu commencer. Il y a une très belle tribune de Dominique Méda qui est parue le 29 janvier, qui dans Le Monde, qui explique ça. On a mis la charrue avant les bœufs. Il aurait d'abord fallu essayer de trouver les voies pour avoir un travail soutenable tout au long de la carrière professionnelle avant de songer à reculer, si c'est nécessaire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur un plan strictement économique, de reculer l'âge de la retraite. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Et c'est bien ça qui pose problème. Mmh. Sinon, est-ce que, alors à une question à l'un de vous trois, est-ce qu'on connaît en fait l'impact sur la santé des précédentes réformes des retraites? Est-ce que ça a été calculé à un moment donné? Est-ce qu'il y a des organismes qui s'y ont intéressés ou pas? Alors, l'impact des précédentes réformes des retraites, il n'est pas évident à évaluer. En tout cas, on commence tout juste à le voir. Et notamment, il n'y a eu qu'une réforme assez similaire, c'est celle de 2010, qui passait l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans. Et comme ce que prévoit aujourd'hui, comme toute réforme des retraites, elle est rentrée en vigueur progressivement. Et donc, en fait, elle s'est terminée de manière assez récente et on n'a pas encore tous les impacts. Donc, en tout cas, en matière de santé, je reviendrai là-dessus. On a des résultats aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on ait de résultats qui permettent d'identifier l'impact propre du recul de l'âge de la retraite sur la santé de 60 à 62 ans. Par ailleurs, quand bien même on serait capable de le faire,
ce serait pas tout à fait pareil puisqu'on a retardé l'âge de départ à la retraite, l'âge légal de 60 à 62 ans. Aujourd'hui, on parle de 62 à 64. Donc, c'est un pas de 2 ans, mais on s'avance dans des années qui sont plus difficiles. Et donc, ce sera pas le même impact. Il sera pas calcable et il sera, selon toute probabilité, plus important dans cette réforme qu'il ne l'était dans la précédente. Ce qu'on a en revanche, c'est 2 types d'impact. D'abord, on a un type d'impact sur les personnes qui ne sont plus en emploi. Parce qu'un des mantras du gouvernement qui est important, c'est l'idée que la réforme va augmenter le taux d'emploi des seniors. Alors, ce qui est frappant, c'est que c'est vrai, mais c'est très mal interprété. C'est-à-dire que c'est vrai puisque mécaniquement, il y a quelques personnes, les cadres comme moi, alors pas tout de suite, je n'y suis pas encore, mais qui continueront à travailler ou qui travailleront pendant un petit peu plus longtemps. Et donc, plutôt que d'être en retraite. Et donc, ça fait un senior de plus qui n'était pas en emploi et qui sera en emploi. Et donc, rien que ça augmente mécaniquement le taux d'emploi. Là où c'est très mal interprété, c'est que cette statistique du taux d'emploi ne permet pas du tout d'identifier toutes les personnes qui n'étaient déjà plus en emploi, dont parlait notamment François, et qui continueront à ne plus l'être plutôt que d'être en retraite. Et ça, c'est massif. Et l'étude d'impact du gouvernement elle-même nous dit que ce serait à environ 50 000 personnes au RSA. En plus, 50 000 personnes à l'ASS, qui est l'allocation solidarité spécifique, qui est une autre allocation pour des chômeurs de longue durée, 90 000 personnes de plus au chômage. Donc, en fait, pour toutes les personnes qui n'étaient déjà plus en emploi, ça va allonger ce qui était déjà un sas de précarité entre leur sortie de l'emploi et leur rentrée à la retraite. Ces personnes n'ont pas l'image d'Épinal qu'on a de temps en temps, vous savez, c'est le pot de départ à la retraite. Vous êtes entouré de vos collègues et puis et en fait, pour quasiment une personne sur deux, ce pot de départ-là n'existe pas puisqu'elles sont sorties de l'emploi avant de rentrer à la retraite. C'est ce sas de précarité que je mentionne là et qui serait prolongé mécaniquement par la réforme. Et peut-être, et je termine par là, un dernier élément qu'en revanche, on sait mesurer, et il y a des chercheurs, 2 économistes, Julien Blasco et Ulysse Lochkin, qui ont travaillé récemment sur ces éléments-là, sur l'impact du travail, ça rebondit un peu sur les questions précédentes, c'est sur les écarts de durée à la retraite. On sait que l'écart de durée à la retraite est important entre un cadre et un ouvrier. Chez les hommes, c'est environ 3 ans d'écart de vie à la retraite. Alors, quand on est à 30 ans, justement, c'est ça qui est intéressant dans leurs études, c'est que à 30 ans, on peut déjà calculer l'espérance de durée de retraite et elle est 3 ans supérieure pour les cadres que pour les ouvriers. C'est chez les hommes, c'est 4 ans chez les femmes. La différence entre les cadres et les ouvriers. Mais si on regarde l'espérance de durée de retraite sans incapacité, là, l'écart s'accroît encore. C'est-à-dire qu'il était important sur la retraite totale, il est encore plus important sur l'écart de durée de la retraite sans incapacité. Cette fois, il est de 5 ans chez les hommes entre un cadre et un ouvrier, et il est de 7 ans entre une femme cadre et une femme ouvrière, cet écart de durée de vie à la retraite sans incapacité. Donc, c'est massif, c'est évidemment le résultat de toutes les réformes précédentes de retraite. Et c'est ce qu'on risque d'encore aggraver en faisant peser plus de temps au travail et moins sur la retraite. Pascal, je crois que tu voulais compléter. Oui, parce que j'ai quelques éléments en fait sur les précédentes retraites. En fait, ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, le nombre de personnes qui sont sans emploi au moment à 61 ans est resté pratiquement le même, je crois. Enfin, vous me direz, mais ce sur quoi je voulais intervenir, c'est qu'on sait que en fait, l'activité, l'emploi pour les salariés les plus âgés augmenterait le risque et la fréquence des arrêts maladie et la durée moyenne. Et ce qu'on sait, c'est que la durée moyenne est de 2 fois plus élevée chez les travailleurs de plus de 60 ans que pour le reste de la population active, que pour l'ensemble de la population active. Donc, évidemment, on sait que ça va peser et les cas d'invalidité et d'incapacité vont également, évidemment, augmenter. Alors, une étude a été réalisée par ce qu'on appelle la DRES, la Direction de la Recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, qui estime, alors ça n'est qu'une estimation, qu'un relèvement de 2 ans de l'ouverture des droits à la retraite aurait induit en 2019
une augmentation des dépenses de prestations sociales, donc pension d'invalidité, RSA, dont a parlé Arnaud, sécurité sociale, notamment l'assurance maladie, de 3,6 milliards d'euros, hors même retraite et chômage. Donc, ça signifie qu'en effet, ça va avoir un impact fort sur les dépenses de l'assurance maladie, à qui parallèlement, on demande constamment de faire des économies chaque année. Donc, en fait, on est face à une vraie problématique, comme le disait Arnaud tout à l'heure, une vraie problématique de ressources suffisantes pour notre système de protection sociale. Et ça, c'est un sujet, évidemment, qui aurait dû être mis sur la table. Une question qui arrive toujours par le chat. À quel âge est-on considéré comme senior et y a-t-il est-ce différent selon le type de travail? Est-ce que quelqu'un saurait répondre? Eh bien, non. Moi, je ne sais pas à quel âge on peut être considéré comme senior. Ce qui est certain, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé mes études d'ergonomie avec un des papes de l'ergonomie en française, il disait à 42 ans, j'ai été considéré comme un jeune professeur. Mais dans l'industrie électronique, à 42 ans, il n'y avait plus d'ouvrières en production électronique parce que c'était des vieilles ouvrières. Oui. Voilà, je ne sais pas si on peut en tirer une conclusion, mais ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas simplement l'âge de ses artères, on a aussi l'âge de son métier. Et c'est vrai qu'aller trouver, par exemple, des ouvriers du bâtiment dans le gros œuvre après 55 ans, c'est compliqué, vous n'en trouverez pas beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est qu'il y a des métiers qui sont extrêmement sélectifs et on ne peut pas. Voilà. Après, on pourrait imaginer qu'on augmente le taux d'emploi des seniors parce que le taux d'emploi des seniors en France, même s'il a pas mal progressé par rapport aux années 2000, notamment du fait des réformes de retraite, il ne faut pas se le cacher, il est quand même très inférieur à la moyenne européenne. Arnaud doit avoir plus de chiffres que moi là-dessus, mais on n'est pas quand même très, très bien placé. Mais on n'est pas non plus très, très bien placé du point de vue des conditions de travail. L'enquête Eurofound qui vient de sortir, qui est menée par ce qu'on appelle la Fondation de Dublin, qui est la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui est une fondation internationale et tripartite, employeurs, État et organisations syndicales, montre quand même que la France est plutôt en queue de peloton. Je vois notamment par rapport à un truc que je lis là dans le chat sur le côté, la différence entre l'Italie qui travaille plus longtemps que la France. Mais bon, d'abord, il faut toujours se méfier des comparaisons internationales parce qu'elles sont pas forcément, elles parlent pas forcément des mêmes choses. Donc, on a tendance à comparer des choux et des carottes et c'est jamais très bon. Parce qu'il y a des tas de systèmes qui font que les gens travaillent en fait, l'âge légal c'est une chose et puis la durée d'emploi c'est autre chose et l'âge auquel moyen on prend sa retraite c'est encore une troisième donnée et là les écarts sont beaucoup moindres que la question de l'âge légal. Mais je referme cette parenthèse-là. Ce qui est certain c'est que pour permettre à des seniors de rester plus longtemps en emploi, d'éviter ces sas de précarité dont parlait Arnaud tout à l'heure et que je suis évidemment d'accord avec ses propos, il faut améliorer les conditions de travail. Les pays d'Europe du Nord qui ont des taux d'emploi des seniors bien supérieurs aux nôtres ont investi massivement de l'argent public dans l'amélioration des conditions de travail, ce que nous n'avons pas fait. Voilà. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti fin de l'année dernière, décembre, justement sur les politiques publiques d'amélioration des conditions de travail qui montrent que la France n'est pas bien placée, que ça ne marche pas. On a beau faire des plans santé-travail, on en est au numéro 4 depuis 20 ans, qu'on a beau faire un certain nombre d'efforts soi-disant là-dessus, on a des gros problèmes de conditions de travail en France et donc on ne sait pas accueillir. D'abord, on ne prépare pas l'avenir, on ne prépare pas un bon vieillissement des salariés parce que souvent, il y a des problèmes de santé qui sont d'abord le résultat des conditions de travail passées. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais tous les problèmes de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui est la première cause de maladie professionnelle, et ça fait des années, il y a toujours le même score, 87% des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculo-squelettiques. Alors, ce n'est pas des maladies mortelles, mais c'est des pathologies très invalidantes.
Et sur la question de l'espérance de vie en bonne santé, quand vous avez les 2 épaules d'atteinte que vous ne pouvez pas vous habiller tout seul, la retraite n'est pas forcément géniale, il faut quand même le dire. Or, ça, c'est des gens qui, ça n'arrive pas une fois que la retraite est passée, ça arrive souvent avant l'âge de la retraite. Et c'est donc des gens qui vont se retrouver exclus du monde du travail, avec des taux d'incapacité qui sont pas très élevés, donc ils ne vont pas pouvoir vivre de leur rente accident du travail, maladie professionnelle. Il ne faut pas se tromper. Et donc, ça, c'est un vrai problème et ces gens-là ne vont pas retrouver de travail. Si vous rallongez de 2 ans l'âge de la retraite et s'ils n'ont pas droit au dispositif pénibilité, bah, c'est 2 ans de plus qu'ils vont passer dans ce sas de précarité dont parlait Arnaud. Voilà. Juste une chose que tu as dit tout à l'heure et qui m'intéresse, tu dis on peut être en activité sans être au travail. Ça signifie quoi en fait? On peut continuer à avoir une activité, à avoir une... Ah oui, on peut. Il y a plein de gens qui sont en retraite et qui font, à travers du bénévolat, dans des associations qui ont une activité. Une activité, ils s'occupent de gosses, ils gèrent la famille, ils font plein de choses. Enfin, je veux dire, encore une fois, ce n'est pas l'image du grand-père ou de la grand-mère avec le chat sur les genoux dans les Charentaises devant la télé. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui, tant qu'ils peuvent, ils ont toujours une activité. C'est pour ça que je fais la différence. Ce n'est pas parce qu'on arrête de travailler qu'on arrête l'activité. Simplement, c'est une activité choisie dans laquelle on peut penser qu'on s'épanouit, on a de l'autonomie, on a moins de contraintes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas au sens d'avoir une activité. On n'a pas de rémunération pour ça, souvent, mais on travaille. Il y a une chose qu'à mon avis, on ne peut pas passer sous silence, c'est les confinements consécutifs qu'on a tous subis. Cette période-là, elle nous a poussé à réfléchir sur le sens du travail, de notre propre travail, et de l'intérêt, de l'engagement qu'on a au sein du travail. Je ne sais pas si Arnaud veut réagir par rapport à ça, mais à mon avis, on ne considère plus le travail aujourd'hui comme on le considérait il y a 2 ans en arrière, non? Alors, à titre personnel, c'est assez amusant parce que, et je pense que ça concerne pas mal de monde en réalité, je regardais avec, et puis surtout après le premier confinement, regarder tous ces textes produits pendant le premier confinement de beaucoup de gens qui étaient justement un peu arrêtés, des fois à la campagne, qui se mettaient à écrire. Moi, j'étais à l'assurance maladie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et je n'ai jamais connu une période où j'ai plus travaillé de ma vie que celle-là. Donc, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Alors moi, pareil, avec un travail protégé de plein de manières possibles, mais le confinement n'a pas été le même du tout pour tout le monde dans la société et a pas toujours été cette période d'arrêt, de réflexion. En revanche, je crois qu'il a posé des questions. Il a, pour le coup, interrogé le sens de beaucoup du travail, à la fois la hiérarchie du travail et ces fameuses personnes en première ligne ou en deuxième ligne, comme on les a appelés beaucoup, dont le président de la République lui-même disait à la sortie du confinement qu'on serait amené à plus valoriser ces professions. Bon, je ne fais pas de commentaires. Moi, j'en ferai. Mais donc, clairement, il y a un enjeu, il y a eu cet enjeu-là hiérarchique qui a été souligné. Et puis, on a aussi vu, en tout cas, moi, je l'ai perçu, cet enjeu du sens. Et je reviendrai ensuite sur peut-être l'enjeu de la productivité, comme il a été mentionné. Du sens parce que, en tout cas, ça a été, avec plusieurs collègues fonctionnaires, un point de départ des réflexions sur le sens. Je reste encore frappé de cette période où on s'était mis à une trentaine à l'assurance maladie en Seine-Saint-Denis au service des soignants. Et j'entends des collègues me dire c'est incroyable, on a retrouvé du sens. Et donc, c'était à la fois extrêmement positif et puis, en fait, juste après, un petit peu inquiétant parce que si on retrouvait du sens, c'est-à-dire qu'il se passait quoi avant? Et ce qu'on constatait dans cette période, en fait, c'était un alignement total entre les besoins de la population, l'orientation de notre métier, et puis la liberté qui nous était faite, qui nous était laissée par les pouvoirs publics de répondre directement et en priorité aux besoins de la population. Et je crois que cet alignement-là, entre, en tout cas quand on travaille dans les services publics, entre des grandes orientations, des besoins de la population et notre travail, c'est lui qui fait sens. C'est lui qui a été interrogé, lui, il a été fort de leçons, je crois.
En tout cas, c'est une des leçons que personnellement j'ai retenues de ce confinement. Et puis d'ailleurs, après, on en a fait un collectif, celui dont je suis porte-parole, collectif Nos Services Publics. Et puis peut-être une dernière chose, je crois, qui interroge, ça dépasse le confinement ou le premier confinement, mais ça fait écho à ce que disait François Deriot à l'instant. Et puis peut-être une question du chat qui nous dit comment est-ce qu'on parle du travail alors que l'objectif des entreprises et de notre modèle économique est toujours plus de productivité et de rapidité. Je crois que cette question est importante. Alors, il y a la question des conditions de travail, mais François y a répondu en partie. Investir. Et puis, il y a une question plus fondamentale qui est que c'est la question de l'intensification du travail. C'est-à-dire que le lien entre travail et productivité s'est très, très fortement resserré dans les dernières années. On a accéléré les cadences, on a intensifié chaque moment du travail. Et je crois que c'est une des caractéristiques qui en fait la pénibilité, qui en fait la difficulté, qui en fait la difficulté de prolonger plus longtemps. Et c'est beaucoup ressorti dans le débat sur cette réforme des retraites. Mais il n'y a pas que le travail qui est assis sur la productivité, il y a aussi notre protection sociale. Et notre système de protection sociale est fortement dépend en gros, ce que vous aurez, par exemple, à la retraite, dépend de votre productivité en tant que travailleur. Et c'est intéressant, c'est la deuxième partie de la réforme des retraites, celle dont on parle moins, on parle beaucoup des 64 ans. Il y a un deuxième volet important qui est ce que des fois on appelle dans le jargon l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire que la réforme Touraine, c'est une réforme qui en 2014 a proposé de passer progressivement à 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. L'accélération, c'est qu'elle rentrait en œuvre progressivement, et là, elle va rentrer en œuvre de manière beaucoup plus rapide. Et on va augmenter la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein beaucoup plus vite, de 1 trimestre par génération de mémoire. Et donc, là aussi, on va renforcer cette réforme, propose de renforcer le lien entre la productivité. Il fallait être productif longtemps et beaucoup dans votre vie, avoir une carrière sans trou de préférence. Ce sera la condition pour avoir une bonne retraite. C'est un lien entre votre productivité et la manière dont on va calculer vos droits sociaux. Je crois que, y compris en creux, ça interroge, nous, la manière dont il faudrait faire, de la même façon que c'est probablement nécessaire pour le bien-être des salariés de relâcher en partie, et puis peut-être pour le bien-être de la planète aussi, de relâcher le lien entre productivité matérielle et travail, temps de travail. De la même façon, il va falloir qu'on invente un système de protection sociale qui soit, lui, moins lié à l'exigence de productivité et peut-être, du coup, en cela, un peu plus égalitaire, y compris, et puis un peu plus adapté aux exigences à venir économiques et sociales et environnementales. OK, merci. Une question de Catherine qui demande: y a-t-il des différences fondamentales de l'état de santé des hommes et des femmes dans la tranche d'âge 60-70 ans? Et si oui, lesquels? On y a peut-être un petit peu répondu déjà, mais est-ce que vous voulez creuser un peu? Non, honnêtement, je n'ai pas les chiffres. Il y en a, oui, il y a des différences. Bon, cela étant, il faut rappeler quand même que les femmes ont une espérance de vie plus importante que les hommes. Après, y compris une espérance de vie en bonne santé, d'ailleurs, sans incapacité. Voilà. Mais la différence réelle reste quand même entre cadres et mais il y a autant de différences entre hommes et femmes qu'entre les CSP pour les hommes ou pour les femmes. Ça, Arnaud? Oui, et pour compléter, on parle, effectivement, les femmes ont une espérance de vie plus importante, et je reprends ces chiffres sur l'écart de durée à la retraite, parce qu'ils sont intéressants. Donc, les femmes ont globalement une espérance de durée de retraite plus importante que celle des hommes. Mais regardons l'espérance de vie, l'espérance de durée de retraite sans incapacité. Ce qui est intéressant, c'est au moins tout aussi intéressant. Je vous disais, quand on passe de la durée totale à la durée sans incapacité, on augmente l'écart entre les cadres et les ouvriers. On accroît les inégalités. Et bien, quand on regarde les femmes et les hommes, c'est plutôt l'inverse. On réduit l'écart, il y a moins de différence de durée de retraite sans incapacité entre femmes et hommes qu'il n'y en a de durée de retraite totale.
Autrement, je vous donne le chiffre parce que c'est peut-être un peu abstrait dit comme ça, et puis je le retrouve. Les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus à la retraite que les hommes, mais seulement 2 ans de plus sans incapacité. Et donc, c'est frappant l'importance ici aussi de considérer le travail, son intensité, l'intensité de métiers du soin. Parce que les métiers du soin qui sont plus féminisés, par exemple, sont aussi des métiers très intenses. On a parlé de la pénibilité des aides-soignantes, des assistantes de vie, etc. Et là aussi, elles viennent jeter un autre regard, je crois, sur les conséquences à la retraite de la pénibilité du travail et donc relativiser en partie, en tout cas fortement diminuer ce bénéfice des femmes, malheureusement, qu'elles avaient de partir d'avoir une retraite plus longue. Oui, elles ont une retraite plus longue, mais sans incapacité, elle est à peine plus longue en réalité que celle des hommes. Mais par contre, il y a bien des différences. Quand on prend l'espérance de vie sans incapacité des femmes, il y a quand même une différence entre les CSP, on est bien d'accord, qui est importante. Ouais, très importante. Très importante. Je disais 7 ans, 7 ans de différence entre une femme cadre et une femme ouvrière. D'espérance de durée de retraite sans incapacité. Donc là aussi, c'est massif. C'est bien là aussi où on peut gagner où il y a des choses à faire du côté de la prévention. Moi, je voudrais revenir parce que je trouve que par rapport à la question sur le confinement, rappelez-vous les applaudissements tous les soirs des personnes de première puis de deuxième ligne. Rappelez-vous les promesses du président de la République. On ne les oubliera pas. Je vous renvoie à la tribune qui a sorti récemment une spécialiste du sujet qui s'appelle Christine Erel. Christine Erel, c'est la patronne du Centre d'études de l'emploi et du travail. Les seniors de la deuxième ligne sont plus nombreux à être ni en emploi ni en retraite que les autres salariés. Ils connaissent des fins de carrière difficiles, faiblement rémunérées et peu reconnues, constate l'économiste Christine Erel dans une tribune au Monde, tribune qui est parue le 10 février 2023. Et Christine Erel, elle connaît bien le sujet parce qu'elle a été chargée par une certaine Elisabeth Borne du temps où elle était ministre du Travail. Donc, c'était dans la mandature précédente de M. Macron. Elle a été chargée de faire un rapport justement sur les conditions de travail, comment améliorer la situation des salariés de la deuxième ligne. C'était juste après les confinements et toute cette période un peu douloureuse dans laquelle la France a tenu grâce à l'engagement des salariés de la deuxième ligne. Et à votre avis, qui va faire les frais justement de cette réforme des retraites? Eh bien, principalement, beaucoup de salariés, d'ouvriers, d'ouvrières, de gens des services de gardiennage, des services de soins, de la grande distribution, etc. C'est eux qui vont le plus avoir à perdre justement dans la question de la réforme des retraites. Comme quoi, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait Chirac. Je vois que Pascal est en train de bouillir. Oui, j'ajoutais aussi que ce sont particulièrement les femmes qui vont payer le aussi, qui étaient justement celles qui occupent le plus souvent des temps partiels, qui sont concentrées justement dans les métiers les moins bien rémunérés, tels que le soin. Et qui ont le plus d'interruptions de carrière, qui ont beaucoup d'interruptions à cause de problèmes de santé notamment. Voilà, et qui vont toucheront moins à la retraite. Et du coup, l'étude d'impact du gouvernement, qui n'a pas été qui a été trop diffusée, démontre que la réforme va allonger factuellement le temps de travail des femmes, encore plus que celui des hommes, puisqu'elles devront travailler plus longtemps pour ouvrir des droits sans décote, en fait. Donc, les femmes qui étaient souvent les premières et deuxièmes lignes vont payer très cher l'addition. Mais alors, ce monde d'après, à Viva, on a même fait un livre en 2021 avec tous les grands objectifs, toutes les grandes idées pour ce monde d'après. Il est où? Il était vite oublié, je pense. Il n'est pas pire que le monde d'avant quand même. On s'inquiète parce que le quoi qu'il en coûte, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup les travailleurs qui soient salariés ou non salariés, mais qui vont payer le quoi qu'il en coûte. Puisqu'en réalité, cette réforme, comme d'autres, il y a eu la réforme du chômage qui a précédé, cette réforme fait payer quand même l'addition aux travailleurs et ne cherche pas des ressources là où on pourrait en trouver. Pour donner quelques chiffres, c'est quand même assez important tout de même. Simplement, le fait de réaliser l'égalité salariale homme-femme
permettrait de dégager 5,5 milliards de cotisations supplémentaires pour les caisses de retraite. Donc l'argent, on pourrait le trouver quasiment immédiatement. Aligner le taux d'emploi des femmes sur celui des hommes générerait 9 milliards de cotisations supplémentaires. Donc évidemment, on sait que là, il y aurait beaucoup à faire justement pour arrêter ces carrières hachées, ce temps partiel subi bien souvent. Et puis, évidemment, les mutuelles de France portent quand même une proposition forte qui est de faire participer l'ensemble des richesses produites à la sécurité sociale. Donc, pas uniquement la masse salariale, mais en fait, l'ensemble des richesses, qui inclut évidemment les dividendes, de façon à ce qu'il y ait plus de ressources pour la Sécu et qu'on puisse assurer une retraite digne et en bonne santé pour chacune et chacun. Tu as commencé en fait une autre partie du débat, puisqu'il nous reste à peu près 25 minutes. Il y aurait des solutions en fait autres que de faire travailler les salariés plus longtemps, puisque c'est une réforme, comme l'a dit Arnaud, économique, hein, et c'est pas une réforme des retraites, mais c'est plus une réforme budgétaire, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions pour préserver la santé toujours des salariés? Oui, il y en a tout un panel, c'est évident. En fait, l'équilibre budgétaire, l'équilibre financier du système de retraite, c'est toujours on dit 3 leviers. En fait, c'est une équation avec 2 facteurs. Il y a des recettes en entrée et des dépenses de l'autre côté. Le gouvernement, évidemment, ne choisit il y a 2 manières de diminuer les dépenses. C'est de mettre moins de personnes à la retraite ou des personnes à la retraite avec une plus petite retraite. Donc, en fait, ça fait 3 leviers. On augmente les recettes, on diminue le niveau des pensions ou on recule l'âge de départ à retraite. Et de manière assez schématique, il n'y en a pas d'autres. Mais ce qui est frappant, mais il y en a quand même 3. Et ce qui est frappant, c'est que le gouvernement met tout sur un seul levier assez massif, le décalage de l'âge de départ. Évidemment, et peut-être avant d'en arriver à la question des ressources que j'ai déjà un petit peu évoquée et qui est Pascal aussi et qui est importante, là où le gouvernement met en avant, dit urgence, un problème financier, alors on sait qu'en réalité, il représente l'épaisseur du trait. Si on est même si on était de l'ordre de 20 milliards ou de 15, c'est ça, on est de l'ordre de 15 milliards de déficit à horizon 2027. Et encore, je le grossis, mais c'est pas grave. Même ça, c'est jamais que 5% du total des ressources du système de retraite, 300 milliards par an. Donc, c'est pas grand-chose. Je veux dire, si vous avez un découvert de 5% de votre revenu à la fin du mois, il est de 100 € alors que vous gagnez 2 000 € par mois, ça fait pas plaisir, mais c'est pas grave. C'est exactement la situation du système de retraite aujourd'hui. En revanche, il y a un vrai problème du système de retraite, c'est que le niveau des pensions, si on ne met pas plus de ressources, risque de diminuer. En clair, pour le faire très vite, il n'y a pas ce que répète beaucoup le Conseil d'orientation des retraites, il dit le niveau des dépenses de retraite est stabilisé. Il est stabilisé, or le nombre de personnes âgées devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. Et donc, plus de personnes qui se partagent une même part du gâteau, ça fait moins de gâteau par personne. C'est assez mécanique et ce que montre le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il y a un risque important de décrochage du niveau de vie des retraités par rapport au niveau des actifs dans les prochaines années. Ça, c'est la vraie question qu'on devrait traiter si on devait parler des retraites de manière pertinente. En tout cas, à mon sens, ça veut dire quoi une manière pertinente? C'est-à-dire qu'ils partent des besoins des gens. En l'occurrence, le besoin d'être en sécurité sociale quand on est une personne âgée et qu'on ne travaille plus, en tout cas, on ne travaille plus pour un salaire. Ça ne veut toujours pas dire qu'on n'a pas d'activité. Donc, voilà le problème. Et donc, voilà pourquoi la vraie question, c'est celle des ressources. Il y a plein de solutions sur les ressources. Il y a plusieurs économistes qui en proposent. Thomas Piketty propose de taxer les riches. Michael Zemmour propose plutôt de faire contribuer y compris la participation, tous les mécanismes de participation et d'intéressement, les faire cotiser, voire d'augmenter les cotisations sociales. Il n'y aurait pas besoin de beaucoup pour financer le système des retraites et l'augmentation des pensions des personnes âgées. Bref, il y a plein de solutions. Je voudrais juste en terminer par une qu'on oublie trop souvent. C'est la question des rémunérations et de l'emploi des fonctionnaires. Toutes les projections
que fait le gouvernement sur le système de retraite sont réalisés sur la base de 2 facteurs. En ce qui concerne la fonction publique, c'est pas un recrutement de plus et pas 1 euro de rémunération de plus pour les fonctionnaires. Dans un contexte d'inflation, vous imaginez bien, en tout cas, des projections sur lesquelles sont assises les simulations du Conseil d'orientation des retraites, c'est moins 11% de rémunération totale, un gel du point d'indice, un gel des primes malgré l'inflation, c'est moins 11% de niveau de vie pour les fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat. C'est massif. Et ça sans recrutement, avec un gel des effectifs, alors qu'on sait que l'hôpital est en difficulté, que l'école est en difficulté, que la justice est en difficulté, etc. Avec le collectif Nos Services Publics, on a fait le calcul. Si simplement on augmentait à la fois la rémunération des fonctionnaires et le nombre de fonctionnaires comme normalement, c'est-à-dire comme dans le secteur privé, ce serait environ 3 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de retraite, parce que les caisses de retraite, notamment des hôpitaux et des fonctionnaires territoriaux, cotisent à des taux plus élevés que dans le secteur privé. Et donc, en fait, on gagnerait rapidement de l'argent juste en ne dégradant pas les services publics. C'est peut-être une solution à considérer. Ok. Et puis, il y a ce qu'a présenté Pascal au nom de la FMF comme solution. J'ai d'autres questions, notamment Philippe, qui pose une question sur les jeunes, en fait. Comment sentez-vous l'état d'esprit des jeunes salariés? Sont-ils fatalistes ou sont-ils concernés par cette réforme des retraites et donc sur leur santé plus tard? Je ne sais pas si… Compliqué? Ils sont peu présents dans les manifs. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont si peu présents que ça. Et en plus, en ce moment-là, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt en train de partir. Mais faut voir. Je sais pas. Alors, il est vrai qu'on entend souvent pour de la part des jeunes, de toute façon, je n'aurai pas de retraite, hein. C'est comme un postulat qui est rentré dans la tête quand même à coups de marteau au fil des années, en disant de toute façon, le système n'est plus viable et on ne pourra pas financer des cotisations, on ne pourra pas financer un système de retraite, hein. Donc, évidemment, c'est tout cela aussi, toute une éducation populaire qu'il faut refaire auprès de la jeunesse, en disant, y compris que ce système de retraite a été construit à une période quand même à la libération de la France, hein, au moment où le pays était à plat complètement économiquement, et ce système a pu exister et être créé à ce moment-là. Donc, il faut redonner, à mon sens, beaucoup d'espoir aux jeunes, mais ça passe aussi à s'intéresser aussi à la question de la jeunesse. Et évidemment, ce projet de réforme n'a pas du tout pris en compte, alors on passera sur un peu les dénis de démocratie, hein, qui ont été conduits avec des organisations syndicales qui n'ont pas été vraiment consultées, ensuite un débat au Parlement qui est plus que tronqué, et avec une rapidité énorme, et le risque important de déboucher sur un 49.3. On n'a pas vraiment interrogé la population, et en particulier cette jeunesse qui vient de vivre, qui après les périodes de crise économique, a vécu quand même une période extrêmement difficile avec la crise sanitaire. Et cette question d'entrée dans le travail aurait dû être quand même un sujet de société qui aurait dû être mis sur la table au moment d'aborder une réforme des retraites qui impacte vraiment toute la vie d'un individu. Et donc là, effectivement, on peut avoir un vrai regret à ce sujet. Donc, à nous aussi de convaincre la jeunesse que de l'espoir, il y en a. On peut aller vers d'autres solutions que celles qui nous sont proposées, d'allonger le temps dans l'emploi sans être vraiment en emploi bien souvent, et donc de vivre en moins bonne santé durant sa vieillesse. Tout à l'heure, François disait, on met la charrue avant les bœufs. On fait la réforme d'abord et ensuite on parle de l'emploi des seniors. Est-ce que vous pensez qu'on parlera vraiment de l'emploi des seniors, ou c'est quelque chose qu'on dit à chaque réforme et c'est repoussé au calendrier grec? Est-ce que vraiment on va parler de prévention, on va parler de tous ces sujets qui auraient dû être importants avant de parler de la réforme elle-même? Moi, je crois que c'est tout l'enjeu, effectivement. Après,
je crois que le gouvernement, il veut tourner la page très vite. C'est pour ça qu'il accélère le mouvement, parce qu'il sent bien qu'il est dans une mauvaise passe, parce que c'est quand même maintenant indéniable que les Françaises et les Français, enfin tous ceux qui vivent sur le territoire national, ne veulent pas de cette réforme. Donc c'est compliqué, déjà quand on n'a pas une majorité solide, ce qui est le cas actuel du gouvernement et du président de la République, c'est compliqué de faire quelque chose contre la volonté du peuple. Bah, là, c'est quand même ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas dire que des explications fournies par le gouvernement rassurent le peuple et le font changer d'avis, puisqu'au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Donc il y a quand même un vrai problème, effectivement, démocratique. Et pour reprendre ce que disait Arnaud tout à l'heure, il y a effectivement plein d'autres choix possibles. Et ça aurait mérité un vrai débat sur qu'est-ce que les Français veulent faire pour leur retraite, pour leur travail, pour leur vie. La question des services publics, moi, me paraît absolument fondamentale parce que derrière tout ce que disait Arnaud Bontemps à l'instant, il y a quand même justement des conditions de travail qui se sont fortement dégradées dans tous les métiers qu'Arnaud a cités, et qui ne vont pas préparer les agents, les fonctionnaires, à une retraite qui va être sympa, parce que justement, ils vont voir leur santé dégradée. Je voudrais juste prendre un exemple. Par rapport à la question rappelez-vous, c'était pas vieux, c'était au mois de janvier, hein, donc c'est vraiment pas vieux. On était sur un espèce de pic d'épidémie de Covid. Et les gens, et de double épidémie, Covid, enfin, décembre, janvier, Covid et grippe. Et grippe. Bon. Et donc, les hôpitaux commençaient à dire on ne va pas tenir, etc. Surtout que ça fait quand même 7e, 8e vague, et donc ils en ont quand même plein les rotules, pour parler vulgairement. Macron est allé visiter un hôpital, ou je ne sais plus où, et il a dit il faut favoriser le travail en 12 heures. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Mais le travail en 12 heures dans les conditions actuelles des conditions de travail actuelles du personnel soignant, mais c'est de la folie. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas les 12 heures. Et donc, on est en train, et le fait d'inviter les gens à travailler en 12 heures comme seule solution à la pénurie de soignants, c'est d'une part leur faire subir des conditions de travail qui vont altérer leur santé. Là, il faut le dire, on a des tas d'études qui montrent que les longues journées de travail ont une influence négative sur la santé. Et c'est aussi faire fuir de plus en plus les soignants qui n'en peuvent plus et qui essayent par tous les moyens de quitter ce milieu infernal. Donc, de toute façon, les solutions qui sont trouvées par rapport aux services publics, si on prend le cas de la justice, il y a eu quand même un certain nombre de tribunes, dont un appel par le personnel des magistrats, des greffiers et le personnel de justice, qui a été signé, je crois, par les 2/3 de la profession sur la souffrance occasionnée par le fait de juger dans de mauvaises conditions, de faire du mauvais travail de justice. Vous avez la vie des gens entre les mains, enfin le devenir de personnes, que ce soit du civil ou du pénal, et vous êtes obligé d'expédier des jugements alors qu'il faudrait au contraire prendre du temps, etc. Donc, on vous force à faire un travail de mauvaise qualité avec des conséquences absolument dramatiques. Pour les magistrats ou pour les greffiers, c'est insupportable. La souffrance mentale par rapport à ça est quelque chose qui a des conséquences assez graves. Même chose chez les enseignants. Pour mémoire, la tribune dont je parlais sur le personnel de justice avait été écrite au lendemain du suicide d'une jeune magistrate qui était pourtant passionnée par son métier et qui justement n'en pouvait plus de le faire dans de mauvaises conditions. Et tout ça, voilà ce qu'il y a derrière la réforme des retraites. C'est ces questions-là. Et ça mériterait des vrais débats publics. Et pas simplement, voulez-vous travailler 2 ans de plus? Non, il y a probablement d'autres choses à trouver, d'autres supports à inventer par rapport à ces problématiques-là, mais qui nécessitent du débat public, un vrai débat profond, solide, argumenté. Voilà. Et c'est pas ce que le gouvernement a choisi.
Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette rencontre, de cet échange. Une petite question, on revient en fait sur les activités bénévoles et donc sur l'activité sans être au travail, hein, comme tu le disais, François. Une question donc, qui vient d'arriver. A-t-on mesuré le coût économique d'une réduction des activités bénévoles du fait du recul de l'âge de départ? Je ne crois pas que ce soit dans l'étude d'impact. Ouais. Je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui économiquement pèse forcément. Hein. Économiquement et socialement. Parce et socialement, que ouais. les activités, à mon avis, qui sont assurées aujourd'hui par des bénévoles, qui ne seraient peut-être plus du tout assurées et qui, en fait, n'assureraient plus certains services à la population. On peut penser aux associations qui sont fort utiles, mais on peut peut-être penser aussi aux mutuelles. Aux mutuelles, absolument. Tous les bénévoles qui gèrent les matière mutuelles. de prévention, qui agissent en prévention notamment. Mais... Complètement. 41, il nous reste 4 minutes. Est-ce que un petit mot pour la fin, les uns les autres? Moi, je veux bien dire un mot sur les jeunes, parce que je pense que c'était une question importante. D'abord, pour m'inscrire en faux contre l'idée reçue selon laquelle ils n'auront pas de retraite, je disais au pire, si on laisse le système dériver, on aura une retraite faible, en tout cas d'un niveau insuffisant pour maintenir notre niveau de vie. Donc, c'est ça la question qui est posée, c'est pas est-ce qu'on en aura ou est-ce qu'on n'en aura pas, c'est est-ce qu'elle nous permet de vivre dignement. Et je crois que ça pose la question de manière un tout petit peu différente. C'est important de lutter contre un défaitisme entretenu par les réformes et les discours complètement alarmistes sur un système en faillite, etc., alors que ce n'est pas le cas. Et notamment, de reposer la question différemment est important parce que ça nous permet justement de poser la question des ressources, qui est en réalité la question majeure, que l'on parle des conditions de travail, que l'on parle du niveau de la retraite, qu'on en parle de l'âge de la retraite. Et puis que je pense que, alors je ne sais pas si je peux encore me considérer comme jeune, j'ai quand même une petite trentaine. Comme senior, alors en tout cas, les jeunes ne disent pas ça de moi, ils m'appellent monsieur, donc je peux pas. Ça commence mal en général. En revanche, c'est frappant. Moi, j'ai vu aussi des pancartes dans les manifestations. Je veux partir en retraite avant l'effondrement climatique et des slogans et des images qui font le lien entre la question des retraites, la question de l'écologie, la question du féminisme et des combats qui sont extrêmement appropriés par les jeunes générations. La question évidemment de la répartition des richesses. Et donc, je crois que là, en tout cas, il y a quelque chose de la compréhension et du combat global. On verra ce que ça donnera, mais j'ai plutôt envie d'être optimiste de cette question, en tout cas, de ne pas être résigné. Pascal, je suis d'accord avec Arnaud, c'est un problème global, c'est des choix de société. Et effectivement, le choix de société qui est fait par rapport à la retraite est un choix qui ne va pas dans le sens de la solidarité, du partage, du respect, de la réduction des inégalités, etc. Et par rapport au défi écologique, qui est peut-être plus perceptible pour les jeunes que la question de la retraite, parce que la retraite, pour eux, c'est un peu abstrait, effectivement, je le vois dans le chat à côté, c'est une question plus abstraite. Et effectivement, avant, il y a peut-être la question écologique. Mais on peut se poser la question, justement, est-ce que cette réforme de la retraite est compatible avec la question écologique? Et je suis pas sûr que ce soit le cas. Et donc, ça, je crois que les jeunes le perçoivent bien. Ces choix de société ne vont pas dans le sens d'un apaisement, mais au contraire de choses qui ne sont pas extrêmement sympathiques et prometteuses pour l'avenir. Pascal, un petit mot? Oui, bah écoutez, je suis exactement dans la même perspective. En fait, cette réforme des retraites s'inscrit dans un vrai projet de société. Et en fait, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut vivre dans une société de solidarité ou est-ce qu'on veut vivre dans une société individualisée? Donc, nous, en tant que Mutuelle de France, évidemment, nous faisons notre choix très clair pour le partage, la solidarité. Et parce qu'on pense qu'en jouant en collectif, on est bien plus fort et sur tous les sujets, donc aussi bien sur les questions de retraite, mais aussi sur les questions écologiques qui, en effet, inquiètent énormément la population, mais en particulier les jeunes. Parfait, il est 19h45, le timing est tenu.
Merci à Solimut d'avoir organisé cet échange. Je sais que ces échanges sur Facebook sont réguliers sur des thématiques d'actualité, de santé, de protection sociale. Merci à tous, en tout cas, pour vos questions, pour vos remarques. Et puis, à très bientôt sans doute. Bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée. soirée à tous. Au revoir.